Alors en manchette aujourd'hui, une deuxième fermeture qui fragilise le musée Gilles Villeneuve, parution spéciale pour des poètes de Pierre de Lestage. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 26 octobre. On débute avec une illustration à Berthier de l'impact des fermetures imposées en raison de la pandémie à des organismes de la région. C'est la deuxième fois que le musée Gilles Villeneuve de Berthier ferme ses portes temporairement pour limiter les risques de propagation du virus depuis le début de l'année. Nous en avons discuté ce matin avec son directeur général, Alain Bellumeur. Alors, le passage en zone rouge de la MRC d'Autrey a des impacts pour de nombreuses organisations de notre région. C'est le cas notamment du musée Gilles Villeneuve de Berthier, dont la direction se voit contrainte de fermer les portes pour une durée indéterminée pour la deuxième fois en quelques mois. Nous recevons en studio ce matin pour faire le point le directeur général du musée, M. Alain Bellumeur. Bonjour, M. Bellumeur. Bonjour. On pourrait peut-être commencer par rappeler le nombre de jours qu'a duré votre fermeture dans la première vague. Bon, on avait fermé, je me rappelle bien, quelque part en mars, là, quand tout le monde avait... ça avait été l'arrêt de presque toutes les entreprises. Puis on a redébuté au début de l'été, fin mai, début juin, là, fin mai, début juin. Et là, on a refermé il y a quelques jours, là, lorsque Dautrey est devenu en zone rouge. En zone rouge. Et... vous avez eu droit quand même, depuis le début de la pandémie, à certains programmes d'aide, notamment la subvention salariale? Oui, on est allé chercher ce qu'on pouvait. Il y a la subvention salariale qui est une subvention. Donc ça nous a donné un petit coup de pouce. Et on est allé chercher un montant, c'est 13 000, je pense que c'est pas énorme, là, mais c'est quand même important pour nous, au niveau de patrimoine canadien, oui, au fédéral. Pour le reste, on a emprunté à peu près 100 000 $ d'argent dans différents programmes. Donc, on est comme 100 000 $ plus pauvre qu'on était avant la pandémie. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une partie de cet argent-là qui est un peu comme notre hypothèque flottante, si on peut dire, qu'on est allé récupérer. Ça, c'était supposé être notre mise de fonds pour le projet d'agrandissement. Fait que ça a aussi un impact là. On arrive à un moment où là, les gouvernements disent, bien, vous avez des projets, c'est le temps, sauf que ça prend toujours une mise de fonds. Et nous, on a besoin pour se rendre le plus loin possible. On espère beaucoup, beaucoup. Il y a un dernier programme qui a été annoncé il y a quelques jours par Québec pour les organismes culturels. Oui. Si on n'a pas cette aide-là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il faut aller chercher absolument un montant important. Sinon, on vit sur les emprunts qu'on a faits et là, on rembourse nos emprunts avec nos emprunts. Fait que c'est assez catastrophique. C'est aussi catastrophique, c'est parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Oui. On n'a aucune idée de la durée, de comment ça peut se passer. Et particularité, contrairement à d'autres musées au Québec, notre clientèle a au moins 60 %, notre clientèle normale, c'est des touristes étrangers. Oui. Et là, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de visiteurs d'ailleurs. C'est ce qui nous fait mal, beaucoup. Et même lorsque le musée a réouvert, on avait une clientèle locale. On avait un bon mois d'août, entre guillemets, au niveau de l'achalandage. Mais juillet, c'était terrible. Septembre, octobre, jusqu'à temps qu'on ferme, c'était bien ordinaire, c'était en deçà. Parce que l'automne, c'est les touristes européens qui viennent au Québec, normalement. Et entre Montréal et Québec, ben, on est là. On est là et notre achalandage à ce moment-là est intéressant. Des amateurs de Formule 1 d'un peu partout sur la planète. C'est ça. Et ces gens-là, bien, évidemment, lorsqu'on fait ce genre de visite-là, qu'on arrive d'Italie, de France, d'Angleterre ou d'ailleurs dans le monde, puis qu'on aime la F1, qu'on veut se souvenir de Gilles Villeneuve, bien, on repart avec des souvenirs aussi. Fait que ça aussi, ça a chuté la vente de souvenirs à ce moment-là. Donc, c'est une année financière très difficile là, qui s'annonce pour vous. Bien, évidemment, le musée fonctionne par les entrées, la vente de souvenirs, et depuis qu'on existe, depuis 1988,
on est très actif hors musée. On va chercher des fonds dans des événements, dans des organisations diverses. Cette année, à cause de la pandémie, bien, il n'y a pas eu de Grand Prix du Canada. Nous, on va chercher pendant une semaine peut-être un 35 000 pièces de revenus. C'est pas clair, mais c'est de l'argent qui rentre. Là, on loue une Formule 1 à un hôtel, on fait des activités, des cocktails bénéfices, etc. On a un kiosque sur le site. On ne l'a pas eu. Au printemps, juste au moment où il y a eu le premier arrêt des opérations, on devait faire le Salon de l'Auto Sport de Québec. Bon, c'était un autre 5, 6, 7 000 qui rentrent. On ne l'a pas eu. En octobre, chaque année, c'est notre gros banquet annuel à Montréal. Ça, on ramasse dans une soirée à peu près 25 000 de fonds, avec un encan, tout ça. On ne l'a pas eu. On additionne tout ça, plus les touristes étrangers. Notre 100 000 empruntés, il est là. T'sais, on a eu besoin, c'est comme si au lieu de le faire, d'aller le chercher en activité, il a fallu l'emprunter, mais il faut le remettre. Contrairement à nos opérations, quand on fait un banquet, on n'a pas à le remettre. C'est dans ce sens-là. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Là. Et là, est-ce que vous prévoyez d'autres activités de financement, des formules alternatives un peu pour tenter de compenser? Oui, mais encore là, on s'en va dans l'inconnu. Là, on devrait lancer, on est en train de finaliser, puis ça devrait partir le 13 novembre jusqu'au 13 décembre. On va faire un encan virtuel. Le musée regorge, la boutique du musée regorge de pièces de collection signées, des encadrements signés par Lewis Hamilton, par des personnages de courses historiques, Niki Lauda ou des choses comme ça. Et c'est des pièces comme ça qu'on vend normalement à la boutique, mais que là, on va faire un encan avec ça pour aller chercher des fonds. Parce que lorsqu'on fait notre banquet en octobre, le gros de nos fonds, c'est un encan qui se déroule dans la soirée. Fait que c'est ces pièces-là qu'on va offrir aux amateurs. On espère juste, parce qu'on a un beau rayonnement à travers le monde, que notre message va aussi se promener loin et que ce ne sera pas nécessairement juste des gens du Québec là, qui vont miser, mais que ça pourrait être des gens d'Italie, de France, d'Angleterre ou peu importe, pour nous aider à aller chercher. On a des belles pièces. Touchant la F, c'est la course en général, mais la F1 et même le NASCAR. Là, on a des produits signés par des pilotes d'aujourd'hui et d'hier. Fait que je pense qu'il y a une belle variété, puis il y a des gens qui devraient trouver des beaux morceaux. Faute de venir à notre banquet pour miser, bien, ils pourront miser depuis leur ordinateur. Là, justement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient vous aider, qui voudraient peut-être se procurer certains de ces souvenirs, comment ils doivent procéder? L'étape 1, parce que les détails techniques sont en train de se faire présentement, ça serait de nous écrire au musée votre intérêt. info@musée-gilles-villeneuve.com. Quelqu'un nous envoie son courriel et nous, on va les rajouter sur la liste de personnes qui vont recevoir à ce moment-là l'info pour cet encan-là. Il est possible aussi un petit peu plus tard, on verra comment ça va aller, qu'on organise un cocktail bénéfice ou quelque chose comme ça, mais virtuel, où en tout cas la stratégie n'est pas complètement arrêtée, mais c'est toutes des choses qui peuvent bien marcher, mais on n'a aucune idée, on ne l'a jamais fait. Donc, je comprends bien, il n'y a pas de date pour le moment arrêtée pour cet encan virtuel. L'encan, c'est 13 novembre au 13 décembre. Okay. Ça va être possible là, de miser et de retourner voir. Les gens qui vont s'inscrire, vont exemple, mise sur un encadrement signé par Lewis Hamilton, mettons. Et si quelqu'un mise par-dessus leur mise, plus haut, ils vont recevoir un message texte. Et ils pourront retourner pour à ce moment-là réenchérir au besoin. Donc, on comprend bien que si vous voulez mettre sur pied des initiatives comme ça, c'est parce que la mission du Musée Gilles Villeneuve de faire perdurer le souvenir de Gilles Villeneuve, c'est trop important pour baisser les bras, là, malgré les difficultés rencontrées en c'est ça. Dans le fond, le plus difficile, c'est qu'on ne sait pas la date de la fin du problème. Puis encore là, nous, on va être un peu désavantagés peut-être par rapport à d'autres musées. Lorsque la situation va se remettre, combien ça va prendre de temps avant que les aéroports se réemplissent?
Ça ne se fera pas. S'il y a un vaccin le 15 janvier, c'est pas sûr que le 18 janvier, il y a des gens qui s'en viennent en avion. Ça peut prendre encore quelques mois. Nous autres, ce qu'il ne faudrait absolument pas, c'est que le prochain Grand Prix du Canada au mois de juin n'ait pas lieu. Parce que ça serait catastrophique. Je pense pour le Grand Prix, mais pour nous aussi. Oui. Il pourrait peut-être être reporté à l'automne si le vaccin arrive durant l'été ou quelque chose comme ça. Nous autres, on en viendrait à un problème de liquidité à un moment donné. Oui. C'est ça, parce que tu ne peux pas emprunter à l'infini. Il faut que tu le remettes à un moment donné. Et que pensez-vous d'une possibilité de réouverture prochaine? Est-ce que vous considérez que le musée, comme il y a un sens pour la visite, comme vous faites peu de gens à la fois, que les gens doivent porter le masque, que les surfaces touchées sont fréquemment désinfectées, votre risque, vous considérez qu'il est faible à comparer au restaurant, à comparer au gym? On l'a vu cet été, puis je pense qu'à un moment donné, les gens ont tellement investi dans la protection, dans la façon, puis nous, on l'a fait là, depuis que c'est commencé, et on n'a eu aucun problème. Les gens visitent de façon sécuritaire. C'est pas un plancher de danse où tout le monde est collé. Les gens sont respectueux des objets, mais aussi des visiteurs qui les entourent. Et ça s'est très, très bien passé. C'est sûr que, même si j'ouvrirais demain matin, on sait que c'est la basse saison. Mais c'est peut-être mieux ça que rien non plus. Donc, est-ce que vous demandez à la santé publique le droit de réouvrir? Moi, je pense, il ne faut pas... C'est sûr, c'est comme des catégories, évidemment. C'est peut-être compliqué de séparer les catégories, mais c'est un peu, lorsqu'ils ont mis des zones en rouge et des sections en pas rouge, pourtant, c'est la même MRC. Est-ce qu'ils pourraient faire ça? C'est sûr, c'est peut-être difficile à réaliser, mais... un gros musée où il y a 500 personnes en même temps, c'est peut-être pas comme nous qu'il y en a 5 à 10 en même temps. La façon de gérer ça est beaucoup plus facile, mais on a le même problème, on vit la même situation que l'autre entreprise. C'est un petit peu dommage qu'on a voulu arrêter de carrer les visites, mais en tout cas, on essaie de se débrouiller le mieux possible là, et on invite les gens à aller voir cet encan-là pour nous donner un coup de pouce. Alors, bon courage et on aura certainement la chance de vous reparler, de voir comment la situation évolue dans les prochains mois. Merci. Merci. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 2 décès survenus dans les dernières 24 heures qui se rajoutent au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 808 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et en ce moment au Québec, il y aurait 543 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 93 qui se retrouvent aux soins intensifs. Dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 80 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures et il y a la clinique de dépistage mobile sans rendez-vous qui sera à la Valtrie les 27 et 28 octobre de 10h30 à midi et ensuite de 12h45 à 16h après le lunch. La clinique, elle se trouvera à la salle communautaire qui est au 49 chemin Lavaltrie. Alors, vous pouvez vous y présenter avec votre masque et votre carte d'assurance maladie en main si vous voulez vous faire dépister. Circulation maintenant, c'est à compter d'aujourd'hui que débutent les travaux sur la bretelle pour accéder à l'autoroute 40 en direction ouest à Berthier. Rappelons là que ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de la reconstruction d'une section de la conduite de refoulement du poste de pompage Gervais dont nous vous avions déjà parlé. Alors, ces travaux, ils entravent la circulation à la hauteur de la bretelle de l'autoroute 40 Ouest. Toutefois, la bretelle d'accès pour l'autoroute 40 Ouest demeure accessible et selon les prévisions, les travaux devraient durer environ 2 semaines. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 26 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lisette Coulombe, Georgette Valois, Gertrude Champagne et Gilles Courchaine, tandis que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un anniversaire rempli de bonheur à Éric Hurtaud. Alors, bonne fête à toutes ces personnes. On passe en politique fédérale maintenant. Il y a un vote très important qui s'est tenu mercredi dernier à la Chambre des communes. Nous en avons discuté par vidéoconférence avec le député de notre circonscription, Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Nous avons aussi discuté avec lui de l'importance d'ajuster les critères pour l'obtention de la subvention salariale. Alors voici la seconde partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Et le fait que c'est compliqué pour certaines entreprises d'obtenir la subvention salariale. Ouais. J'ai aussi entendu des personnes parler de difficultés qu'ils avaient avec toute la documentation qui était demandée par les fonctionnaires pour ça. Est-ce que vous allez demander de simplifier le processus pour les entreprises? Ça pourrait être une proposition constructive. On fait ça à longueur de semaine, mon cher monsieur. On fait ça tout le temps. Hier encore, j'ai écrit à Christopher Freeland puis à Mélanie Joly pour un cas particulier dans Berthier-Masquinongé d'une entreprise qui n'est pas éligible aux subventions salariales et qui en a besoin pour survivre. C'est ça notre travail de député, puis de travailler nos cas de comté. J'espère qu'on pourra faire débloquer ça. On est tout le temps là-dedans. Mais les manœuvres électoralistes qu'on a vues hier, c'est très décevant. Puis quand on apprend, écoutez, les respirateurs, là, on a créé une compagnie, on a donné un contrat, puis il a fallu qu'ils créent une compagnie bidon 10 jours après. Puis cette compagnie bidon-là s'est revirée de bord pour donner le contrat à un ancien député libéral dans la même journée. Puis il paie les respirateurs 10 000 $ de plus que le prix du marché. Puis moi, il faudrait que je dise, ah ben là, c'est pas le temps d'aller en élection, je vais appuyer ce gouvernement-là. Ben la réponse, c'est non. C'est dégueulasse, c'est de la grosse corruption sale. Ça suffit. Ça ne devrait plus exister en 2020. Je ne comprends pas comment ça se fait que, d'ailleurs, on ne se révolte pas plus que ça contre des choses comme ça. Je suis un peu émotif ce matin, c'est parce que ça vient vraiment me chercher. Tu te dis, Christy, on a parlé tantôt au travail, là, on travaille 7 jours sur 7 pour la population, puis ainsi de suite. Puis là, tu vois des gens qui profitent de la situation comme ça, puis c'est à peine dénoncé. À un moment donné, il faut faire ce qu'on a à faire. Hier, on a fait ce qu'on a à faire. Moi, je suis très conscient que oui, ça aurait pu déclencher une élection. Quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, je ne suis pas gêné. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez été aussi réélu comme, je crois, vice-président du comité parlementaire sur l'agriculture. Oui. Ça va vous permettre de mieux faire cheminer les dossiers sur lesquels vous Oui, en fait, oui, c'est ça. Je l'étais aussi dans la première session. C'est sûr que là, ça permet, oui, effectivement, le travail en comité, c'est différent du travail de la Chambre. D'ailleurs, j'invite la population peut-être à aller voir par le vu là, et sur peut-être ma page web, yvesperron.québec. On met les extraits de ça. Vous allez voir, le ton est assez différent de ce qui se passe en Chambre. On est beaucoup plus dans la collaboration, dans l'élaboration de compromis. Et on essaie de faire avancer les dossiers parce que les gens de toute couleur politique, là, il y a plein de gens qui sont très honnêtes et qui sont là pour travailler pour la population. Je vous dirais que c'est la grande majorité des gens. Là. Mais il semble y avoir une espèce de cellule
de conseiller ou de je ne sais pas quoi au Parti libéral qui n'a pas appris des erreurs du scandale des commandites, qui font des manœuvres constantes, c'est épouvantable. Mais généralement, les députés, c'est des gens qui sont honnêtes, qui sont là pour travailler pour le monde, puis on le voit très bien dans les comités. Donc oui, c'est là qu'on peut faire avancer nos dossiers. D'ailleurs, j'ai réussi à faire adopter une motion pour qu'on termine l'étude sur la gestion des risques des entreprises agricoles, qui sont un domaine, ça fait 10 ans que les gens disent que ça ne marche pas, puis ça ne change pas. Là. On va terminer notre rapport dans quelques rencontres. On pourra remettre ça à la ministre en vue de sa rencontre avec les premiers ministres des provinces et du Québec, qui est au mois de novembre. Et parlant de faire avancer certains dossiers, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé aussi, il y a un nouveau chef qui a été élu au PQ. Ça devrait faire avancer la cause souverainiste, selon vous? Écoutez, on va donner la chance au courage, je ne sais pas. Nous, on ne s'est pas impliqués dans cette course-là, vous comprendrez, puisque ce n'est pas de notre formation politique. On a le même objectif politique ultime, mais on a laissé les militants faire leur choix. Les militants ont fait un choix qui semble quand même intéressant, là, de renouveau. On verra ce que ça va donner. Mais clairement, je pense que vous le sentez dans les entrevues qu'on fait, là, moi, je vais toujours être convaincu de l'importance de réaliser l'indépendance du Québec. Et je pense que c'est à Québec que ça va se faire. Donc, on verra. Mais vous allez travailler en partenariat avec lui dans le camp du oui? Ah, absolument, dans le cas du oui, c'est clair. Puis dans l'Intermède, on travaille toujours avec les élus qui sont en place. J'ai une excellente collaboration avec mes collègues de la Coalition Avenir Québec, soit Simon Allard à Masquinongé ou Caroline Proulx dans Berthier. C'est des gens qui travaillent pour le monde aussi. On est en contact régulier sur les dossiers. Vous savez que les juridictions parfois vont s'entrecroiser. Donc, nous devons nous parler là, pour le bien commun. C'est des gens qui travaillent bien aussi. Mais oui, effectivement, là, moi, l'objectif, c'est de faire l'indépendance du Québec. On ne s'en cachera pas. Alors, vous pourrez retrouver la première partie de cet entretien avec notre député, si vous l'avez manqué, là, dans notre bulletin de jeudi dernier et sur notre page YouTube. Culture maintenant, un lancement de livre bien spécial a eu lieu jeudi dernier à l'école secondaire Pierre de Lestage de Berthierville. Le recueil de poésie L'éclat des mots a été lancé en présence des élèves qui ont participé à son écriture et de membres du personnel et de la direction. Et dans ce livre, on retrouve des textes de tous les élèves de Janie Enfield de l'an passé. Le livre, vous l'aurez compris, est paru avec une saison de retard là, en raison de la pandémie. Et lors du lancement, les élèves réunis en bulles, séparés à 2 mètres de distance, ont pu entendre une lecture virtuelle et célébrer l'aboutissement de ce beau projet. Tous les auteurs ont reçu une copie du recueil et une série classe est déposée à la bibliothèque de l'école et le grand public peut lire l'ensemble du recueil et visionner la vidéo de la lecture en se rendant sur le site La classe virtuelle de Janie Enfield. C'est assez facile à trouver si vous cherchez la classe virtuelle de Janie Enfield avec votre moteur de recherche préféré. La marche du grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer a permis de récolter un montant record de plus de 260 000 $ pour soutenir les Québécois touchés par un cancer. Cette activité de financement débutée en mai s'est réinventée cette année en raison de la pandémie. La marche du grand défoulement est devenue la marche de chez toi et les organisateurs de la marche ont invité les centaines de capitaines d'équipe, les participants et les donateurs à célébrer la vie en restant connectés, mais physiquement éloignés, lors d'un spectacle virtuel qui a eu lieu samedi dernier. Et depuis 3 ans, là, ce sont plus de 750 000 $ qui ont été amassés dans le cadre de la marche du grand défoulement. Ces fonds, eh bien, ils permettent de financer des services comme les centres d'hébergement de la Fondation québécoise du cancer, la ligne InfoCancer, du jumelage téléphonique, de la massothérapie, de la kinésiologie ou encore de l'art-thérapie, toutes sortes de services pour les personnes atteintes de cancer. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent
attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 octobre, à l'aube de ses 65 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée, fille de feu Paul-Émile Lavallée et de feu Françoise Dauphin, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Henriette. Elle laisse dans le deuil ses frères, Michel Lavallée, Yves Lavallée et sa conjointe Nathalie Demers, Luc Lavallée et sa conjointe Céline Turbin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Lavallée ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Clément Lacourcière, époux en première noces de feu Suzanne Tessier et en seconde noces de Rolande Mousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Lacourcière et son conjoint Régent Drouin, Denise Lacourcière et son conjoint Louis-Philippe Charette, sa petite-fille Véronique Drouin et son conjoint Pascal Bergeron, son arrière-petite-fille Maxime, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier Mathieu Lafontaine, son épouse Joanie Landry et leurs enfants Kéliane et Hendrick pour leur dévouement comme proches aidants. M. Lacourcière ne sera pas exposé. Il y a une cérémonie qui aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 18 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucie Fafard, épouse de feu Rodrigue Denis, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé ses filles Lucienne et Claudette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Denis et son conjoint Joël Bouchard, Michel Denis et sa conjointe Thérèse Gouin, Pierre Denis, France Denis feu Roger Poirier, Céline Denis, Daniel Denis, Françoise Denis et son conjoint Luc Marcoux. Les soucis dans le deuil, ses 12 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Les soucis dans le deuil, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marcel Fafard et sa conjointe Pierrette Laforme. Madeleine Fafard, feu Jean Iséli. Odette Jutras, feu Adrien Fafard. Réal Lavigne, feu Lise Fafard. Aline Vandal, feu Jean-Claude Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 31 octobre, dès 10h30, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivront les funérailles à compter de midi. Et Mme Fafard sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le jour même. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors ce soir, 90% de risque de faible pluie et 4 degrés dans la nuit de lundi à mardi, nuageux avec éclaircies et un mercure autour du point de congélation. Mardi matin, généralement ensoleillé et encore une fois, le mercure tourne autour du point de congélation. Mardi après-midi, ciel variable et 5. Mardi soir, le ciel reste variable et le mercure fléchit un peu pour se rendre autour de 2 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où